Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, on va faire un recap des derniers épisodes. On va parler, entre autres, de copywriting. Le dernier épisode, il y a Stan qui est venu nous parler de ses trucs et astuces pour être capable de persuader les gens à travers les mots. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étendre un petit peu plus sur le sujet pour voir les cas d'application, à quoi ça sert vraiment de développer des talents en écriture publicitaire, dans quel contexte est-ce qu'on va utiliser ça, mais surtout comment être capable de s'en servir pour augmenter la conversion des gens sur son site web, pour être capable d'augmenter ses ventes. Donc, j'ai ici avec moi Mélodie Lambert. Bonjour Mélodie. Salut, ça va bien? Ça va très très bien. Je suis en train d'enregistrer le podcast debout pour me donner plus d'énergie. Petit truc de productivité, si jamais tu te sens un petit peu lourd, j'ai mon kombucha avec moi et je suis prêt à passer à l'action. Et on est également avec Marie-Pierre. Salut Marie-Pierre. Allô? Donc, Marie-Pierre, qui est notre gourou marketing du bonheur, du support client et de la développement de formation, rédaction de contenu. Tu fais beaucoup de choses à la tranchée. Fait qu'on n'a pas vraiment le titre approprié. Ce serait quoi le titre qu'on pourrait te donner? À part Ninja. J'y ai pensé longtemps puis je l'ai pas encore trouvé. Fait que si vous avez des suggestions, là, ça serait vraiment le fun. Parfait. Fait que mettez ça dans les commentaires ci-dessous. Les suggestions pour le titre de Marie-Pierre. On va prendre le meilleur puis on va mettre ça dans les infolettres à l'avenir. Et bien sûr, Mélodie s'occupe de tout ce qui est le développement de The Amazing Blanket et Double ta valeur, qui est le livre qu'on vient, que je viens juste de recevoir les premières impressions papier. Le livre va sortir bientôt. Je vais vous donner des exemplaires du livre, là, les filles, puis on va regarder les erreurs dedans d'impression pour corriger ça. D'ici quelques semaines, on devrait être prêt pour commencer à shipper ça. Ça va être super cool. Donc, yes! Génial. Yes! Dans cet épisode, on parle de copywriting. Vous avez préparé des espèces de petites descriptions, des cas d'usage, des choses intéressantes pour définir, bien sûr, à quoi ça sert, comment on s'en sert, puis c'est pour qui tout ça, en fin de compte. Donc, je vais te laisser commencer, Mélodie, et puis ensuite, Marie-Pierre, si tu veux ajouter. OK. Ben, premièrement, le copywriting, la définition que j'en ai trouvée, c'est en fait l'art de la persuasion par les mots pour convertir efficacement un lecteur en client. Donc, c'est pas juste de savoir bien écrire le copywriting. En fait, c'est complètement pas ça. Il suffit pas d'avoir une belle plume puis d'avoir une belle écriture pour faire du copywriting. Ce qu'il faut, c'est vraiment écrire du contenu convaincant et vendeur. En fait, c'est le copywriting qui est à la base puis qui donne le ton du marketing de contenu, en fait, des entreprises. Grosso modo. Mais ça veut-tu dire qu'on peut très très bien écrire et ne rien vendre? Exactement. C'est aussi contre-intuitif que ça. Et est-ce que ça veut dire qu'on est capable de mal écrire et de générer des milliers en profit? Probablement. Mal écrire, tout est relatif. Tout est relatif, mais en effet, quelqu'un pourrait ne pas se démarquer particulièrement par son écriture, puis être un très bon copywriter. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu sois pas mal le seul dans ta niche, en tout cas que t'aies pas de compétition au niveau contenu / copywriting pour faire des milliers de dollars et avoir des pages de vente complètement nulles. Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est surtout au niveau de... Parce que nous, on reçoit souvent des gens qui vont nous reprendre par courriel, qui vont nous dire « Hey, on dit pas ça de telle façon, on est mieux d'utiliser telle expression. Ouais. » Tu sais, ton français n'est pas excessivement impeccable parce que, tu sais, des fois, on va sacrer dans nos infolettres, on va prendre du slang, des mots qu'on n'est pas censé utiliser, des anglicismes, ce genre de choses-là. Ce qui, en théorie, ne rentre pas dans la définition d'un bon français, entre guillemets. Mais c'est pas à cause qu'on utilise ce genre d'expression-là que ça nous pénalise dans nos ventes. C'est pas à cause qu'on n'a pas un type d'écriture qui est académique. Tu sais, on a tous ici une formation universitaire. Là. On s'entend que un texte à l'université, c'est pas mal plus sobre et aride que n'importe quel courriel de vente qu'on fait. Oui, je dirais même que c'est l'inverse du copywriting, un texte universitaire. Ouais, c'est vrai. C'est assez sec, aride et... bon, c'est pas le but non plus. Le but, c'est pas d'attirer notre attention, c'est de présenter des découvertes, des faits. C'est pas d'être intéressant nécessairement. C'est pas d'être intéressant, c'est d'avoir l'air le plus intelligent possible avec le plus de mots possible. Ce qui peut, dans le contexte du copywriting, être un peu rebutant.
Mais c'est quand même dommage qu'on doive désapprendre notre style de rédaction qu'on a appris à l'université lorsqu'on arrive sur le marché du travail et qu'on est prêt à... Surtout, moi, j'ai fait communication sociale et on avait un gros endoctrinement au niveau des communiqués de presse. Je sais pas si toi, Marie-Pierre, t'en as fait beaucoup pendant ton... Toi, t'étais en administration, je pense? J'étais en communication marketing, mais j'avais juste un cours sur les communiqués de presse, fait que non, c'était pas tant axé là, de ce côté-là. OK, parce que ce qu'on voit souvent sur Internet, c'est des gens qui vont avoir une section blog, mais que leur blog, c'est pas des articles intéressants, tu sais, c'est vraiment écrit comme des communiqués. Peut-être que c'est des gens qui sortent, je sais pas moi, de milieux culturels où on est habitué d'envoyer plusieurs communiqués par mois. Mélodie, je sais que tu as travaillé longtemps dans ce milieu-là. Tu as rédigé aussi beaucoup de communiqués de presse. Même si de prime abord, c'était pas mon domaine, j'ai fait plusieurs tâches de communication pour côtoyer aussi beaucoup de gens qui étaient diplômés en communication. Puis en effet, ce que tu dis, ça s'applique complètement à ce qu'on dit. Donc, ça pour dire que, grosso modo, le copywriting, l'écriture publicitaire, on est en train de mettre ça par opposition à d'autres types d'écriture pour bien mettre dans la tête des gens que c'est pas parce que tu penses que tu sais bien écrire que tu es capable de vendre par l'écriture. C'est un style à part, c'est des stratégies à part, avec des règles qui encadrent le copywriting, qui ne sont pas nécessairement les règles qui encadrent d'autres types d'écriture. Ça, c'est très, très important. Bon, une fois qu'on sait ce qu'est le copywriting, il faut savoir aussi à qui ça s'adresse et dans quel contexte est-ce qu'on l'utilise. Donc là, on parlait pour les entrepreneurs, les marketeurs, les blogueurs, en fait, c'est quelque chose qui va être primordial pour quiconque va s'adresser à une audience ou à des clients potentiels par écrit. Définitivement. Et pas uniquement par écrit, je dois avouer. Par vidéo aussi. Puis par audio aussi. Si tu fais des vidéos de vente, ça te prend du copywriting. Dans les intros, dans les outros, puis même à l'intérieur des podcasts qu'on fait, souvent, j'intègre des principes de copywriting pour être capable de persuader les auditeurs. Donc, c'est pas à cause que c'est marqué writing dans le mot que c'est uniquement fait pour ça. Quand on fait des vidéos de vente, habituellement, l'ensemble du contenu, l'ensemble des mots est scripté à l'avance. Comme que Stan disait, lorsqu'on fait son script à l'avance, on est capable de condenser, d'enlever les hésitations, enlever les doubles phrases pour être capable de donner le plus de valeur possible dans le moins de temps possible. Et lorsqu'on a une base en copywriting, on est capable de donner le plus de potentiel de persuasion possible en le moins de temps. Donc, très bon point, Mélodie. N'importe qui a à vendre quelque chose, une idée, donc c'est pas juste pour les entrepreneurs ou les marketeurs, c'est également pour les organismes. N'importe qui veut avoir un impact et qui veut faire bouger les choses, soit que tu prends le téléphone, que tu vas voir les gens directement et que là, tu travailles tes talents de vente, ou soit que tu fais ça avec un intermédiaire entre les deux, avec un médium qui va venir relayer le message, et là, tu travailles tes talents de copywriting. Puis, si je peux dire aussi, le copywriting, c'est une façon qui est, j'imagine, plus efficace aussi que si tu prends le téléphone puis tu appelles les clients un par un ou les clients potentiels un par un ou que tu te déplaces en personne. Quand tu envoies un courriel ou quand tu fais une bonne page de vente sur ton site Internet, tu vas aller probablement joindre beaucoup plus de personnes de cette façon-là. C'est sûr que le potentiel est plus élevé au niveau de la portée. C'est sûr que ça dépend toujours du type d'entreprise que tu as et du type de produit que tu as à vendre. Si moi, ce que je vends, c'est de la machinerie industrielle qui coûte 50 000 c'est normal d'avoir un être humain qui est impliqué dans une relation d'affaires à cause que ça vaut la peine. Mais si tu vends des produits sur lesquels ta commission est en bas de 5 000 c'est très, très difficile de justifier une relation humaine qui va être comme payée au taux horaire en arrière de ça parce que ça va être difficilement rentable. Fait que c'est là qu'on va faire appel au courriel de masse, au SMS, aux vidéos, au marketing de contenu, ce genre de choses-là. Mais les deux travaillent souvent ensemble. C'est-à-dire que le vendeur va utiliser le matériel qui a été créé ou la brand qui a été générée à l'aide du copywriting comme support pour faciliter sa vente. Fait que les deux vraiment vont travailler ensemble, mais effectivement, là, comme ton potentiel, avec une infolette, tu peux avoir autant d'abonnés que tu veux versus combien de personnes tu es capable d'appeler dans une journée, toi, Mélodie? Pas bien. J'ai jamais fait le test, mais ça serait probablement pas tant que ça. Donc, pour le copywriting, concrètement, dans quoi est-ce qu'on inclut ces textes-là? Là, on a parlé d'infolettres,
Il y a, j'imagine, le site web, tout ce qui est page de vente. Comme tu as parlé un peu avec dans le podcast avec Stanislas Leloup, que lui, sa formation est spécialisée sur les pages de vente, mais il y a aussi dans les publicités. Et sinon... moi, je vois plusieurs contextes dans lesquels le copywriting est excessivement pertinent. Donc, oui, les emails. Définitivement, les emails. Si vous êtes abonné à notre infolette, vous avez pu voir récemment que j'ai envoyé des emails, entre autres, pour promouvoir mon livre, pour promouvoir la couverture que j'ai faite, pour promouvoir les formations, les diverses formations. Et ça, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de vente. Mettons qu'on les imprimerait sur papier, on les envoie par email. Ça fait vraiment beaucoup de contenu textuel qu'on envoie aux gens. On a un gros... c'est 80% de notre business, c'est du email marketing avec des courriels persuasifs, définitivement. Ensuite de ça, les pages web. N'importe quel site web, là, quand tu t'en vas, puis ça, c'est un point que je veux qu'on passe un certain temps là-dessus à parler de ça pendant le podcast. Lorsqu'on arrive sur une page web, ça prend combien de temps avant qu'on décide qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça? Qu'on décide qu'on s'en va ou qu'on reste? Ça prend quelques instants seulement. Ouais. Donc, lorsque tu arrives sur un site web, qu'est-ce qui est above the fold? Qu'est-ce qui est le premier écran que tu vois sans avoir à défiler? Est-ce que ce qui se trouve là-dessus va venir capter mon attention pour faire en sorte que je vais continuer mon périple sur le site en question? Ça, c'est excessivement important. Fait que ça, on va y revenir. Fait que tu as l'expérience usagée des gens sur ton site web. Qu'est-ce qui est du EX design? Mais ça, c'est du UX copywriting. Ensuite de ça, bien sûr, il y a les pages de vente comme qu'on a vu avec Stan, qui est un des éléments les plus importants dans ton entonnoir de vente. Tu as bien beau être capable de générer des leads, d'être capable d'entretenir des leads, sauf que si tu n'es pas capable de faire une page de vente persuasive à la fin qui va venir donner ton uppercut aux gens pour les faire tomber en amour avec ton produit et acheter, eh bien, ça ne sert à rien. Toutes les efforts que tu as faits vont servir à rien. Et ensuite de ça, non seulement pour tout ce que je viens de dire, mais également pour les publicités. La différence entre une pub Facebook qui est rentable et qui n'est pas rentable, bien souvent, c'est l'engagement. Une pub qui a beaucoup d'engagement coûte moins cher à diffuser, ce qui fait en sorte que ça va avoir un gros impact sur ton coût par vente, ton coût par adresse email, ton coût par clic, ce genre de choses-là. Et finalement, le contenu que tu crées, autant dans tes vidéos que dans tes podcasts, mais surtout dans tes articles de blog. Combien de fois est-ce qu'on voit des gens qui écrivent des articles de blog qui sont fades, qui sont ennuyeux? Qui, oui, peut-être qu'ils donnent beaucoup de valeur, puis qui sont vraiment pertinents pour les gens, mais maudite merde, je suis pas capable de rester concentré 5 minutes pour le lire, puis aller chercher la valeur que cette personne-là va m'offrir. Ah non, puis tu disais tout à l'heure aussi que quand on arrive sur un site web, le temps avec lequel on décide si on reste et on lit le contenu ou on part est très, très court. Puis il y a des études qui ont fait des moyennes avec ces chiffres-là, puis ce serait entre 10 et 20 secondes seulement, donc c'est vraiment très, très court pour attirer l'attention d'un lecteur. T'as pas le temps de lire grand-chose. Non, c'est ça. Ouais, Tu regardes un peu les gros titres, s'il y a des trucs qui sont plus évidents, qui sont plus saillants, puis après ça, tu décides, tu restes où tu pars. C'est tout. Ça arrive tellement souvent qu'on se fait demander notre avis, par exemple, sur des sites web, puis c'est la première chose qu'on va dire aux gens. On va dire, écoute, on arrive sur ton site, puis on sait pas ce que t'offres, on sait pas ce que tu vends, comme t'es quoi, tu sais, c'est pas normal que en 10 secondes à regarder la page d'accueil, j'ai aucune idée où est-ce que je dois cliquer, c'est quoi, dans le fond, là, ton site, c'est quoi que t'essaies de me passer comme message, tu sais. On n'aime pas ça avoir à faire du travail et à exercer de l'énergie cognitive pour être capable de comprendre quoi faire. Il faut vraiment qu'on prenne les gens par la main. Moi, quand je m'en vais sur un site web, je m'attends pas à avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit. J'ai pas besoin d'apprendre à me servir comment ton site web fonctionne quand j'arrive dessus. Et si c'est le cas, eh bien, la plupart des gens, ils vont pas être prêts à dépenser, à investir cette énergie-là nécessaire pour être capable d'utiliser ton site web. À moins que ta proposition de valeur soit excessivement intéressante, comme avec une application, où ce que là, tu vas avoir un processus de onboarding, où ce que tu vas prendre les gens par la main, tu vas leur montrer comment ça fonctionne. Mais si tu veux avant la vente, la personne n'est pas censée avoir besoin de faire ça. Donc, lorsque les gens arrivent sur ton site web, qui voient le above the fold, il y a certaines conventions sur Internet qui vont faire en sorte qu'on va avoir ce que Stan a appelé le toboggan glissant dans le dernier épisode. Il disait, c'est quoi le but de la première ligne? C'est de faire lire la deuxième ligne. Le but de la deuxième ligne est de faire lire la troisième ligne, ainsi de suite. Donc, lorsque tu arrives sur un site web, tu as toujours quelques éléments qui se retrouvent de façon standard
et c'est une bonne pratique. La plupart des sites utilisent ça. Aussitôt que je vais vous nommer ces différents éléments-là, vous allez vous mettre à les voir partout parce que c'est littéralement là, les composantes de base d'une bonne page d'accueil. Donc, on a un titre, bien sûr. Un gros titre, en gros, on n'a pas besoin de chercher qui est où le titre. C'est important qu'il y ait une hiérarchie dans les différents éléments de ta page. C'est quoi la première phrase que ton œil va trouver lorsqu'il regarde la page d'un coup de regard? Ça, c'est ton titre. Donc, ton titre très, très court, on va parler d'une phrase, un énoncé qui va attirer l'attention des gens vers la deuxième chose, qui est un sous-titre. Une phrase, 2 ou 3 phrases qui sont un petit peu plus longues, qui sont plus petites, qui se trouvent sous le titre, qui vont venir spécifier c'est pour qui, qu'est-ce que ça fait, pourquoi est-ce que je devrais m'y intéresser davantage. Et très, très souvent, ce qu'on va voir, c'est un appel à l'action qui va être un gros bouton qu'on ne peut pas manquer, qui n'est pas une petite affaire, un petit lien bleu qu'on clique. Non, non. Un gros bouton avec beaucoup d'espace en haut, en bas, sur les côtés pour bien le mettre en évidence, avec une couleur qui ressort du lot, qui est une couleur active, avec un fort contraste. Et ton appel à l'action, lui, va avoir une proposition de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on propose aux gens comme valeur en échange de quelque chose? Et bien souvent, ça va être des informations personnelles, il faut que la personne se fasse un compte, ce genre de choses-là. Et habituellement, sous l'appel à l'action, ce qu'on va voir, ça va être un paragraphe qui agit comme un lead. Un lead, lorsqu'on fait l'écriture journalistique, habituellement, en français, on va appeler ça le chapeau. C'est les 3 à 600 premiers mots dont l'objectif de ça, c'est de vraiment persuader la personne de rester sur la page en question et de s'informer plus sur le produit, le site web, le service, peu importe qu'est-ce que tu as à offrir. Et ça, by the way, c'est une structure qui devrait être appliquée non seulement pour les sites web de services, de blogs, d'informations, mais également pour les sites de e-commerce, les sites de SaaS, de logiciels. Peu importe ton site web, ces différents éléments-là devraient également s'y retrouver. La plupart des gens, ils essayent d'imiter Amazon, ils essayent d'imiter Walmart, ils essayent d'imiter Target, ils essayent d'imiter Costco, sauf que, guess what? T'es pas Costco. Les gens savent pas t'es qui. Ils savent pas, avant de se rendre sur ton site, c'est quoi ta proposition de valeur. Donc, c'est important de leur expliquer c'est quoi pour que, une fois qu'ils arrivent sur ton site web, ils puissent rapidement savoir t'es qui, pour qui est-ce que tu offres tes services, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc, ton lead peut être fait de plusieurs façons différentes. Ça peut être un lead qui est très, très direct ou ce que ça va être une offre, tout simplement. Ça, on va parler habituellement à des gens qui savent qu'ils ont un problème, qui savent qu'ils cherchent une solution et qui sont prêts à passer à l'action. Donc, si c'est l'état de ton marché, à ce moment-là, tu vas avoir une offre qui est très, très directe. Tu dis, c'est quoi ton produit? Cliquez ici pour acheter. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus indirect. Si on s'en va sur notre site de couverture, on est très, très indirect. On ne met pas le prix tout de suite. On le met plus bas sur la page. On prend le temps de définir c'est quoi les bénéfices, les avantages en comptant une espèce de petite histoire qui raconte les bénéfices du produit. Donc, peu importe comment est-ce que tu tiens à faire ce paragraphe-là, c'est important qu'il soit là pour donner du contexte à ta page web. Fait que, est-ce qu'on pourrait peut-être, on n'a pas prévu d'exemple d'avance, fait que je vais me fier sur votre inspiration du moment. J'aimerais ça peut-être que vous me donniez des exemples de titres qui sont particulièrement mauvais versus des titres qui sont un peu plus bons. Et pour être capable de faire cet exercice, je vais donner un exemple de produit. Et ce produit-là, ça va être un cours sur l'alimentation. Tiens. OK. Bon. C'est une inspiration, Marie-Pierre. Oh my. Là, tu me prends par surprise, Oli, là. Ouais, c'est ça. Là, on n'était pas prête à ça. Mais on peut faire du montage. Fait que tous les mauvais exemples, je vais pouvoir les enlever au montage. OK. Bon, lançons-nous. Mettons un exemple de mauvais titre sur un cours sur l'alimentation. Ce serait apprenez comment bien manger. Ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire. Apprenez comment manger. Non. Okay. Tout ce que vous devez savoir sur l'alimentation. Ouais. Vous êtes pas capable de faire de quoi de vraiment mauvais. C'est quand même mais c'est mauvais, ça! Tout ce que vous devez savoir, ça dit rien?
Check-moi qu'est-ce qui est encore plus mauvais que ça. Le plaisir de manger. OK. La magie des aliments. Ouais. Redécouvrez le verre. Ah là, non, ça, c'est dégueu, là. En parlant avec une photo de brocoli, genre. Redécouvrez le... Oh! Vous riez, mais c'est genre... C'est pas des jokes. Il y a des gens qui vont utiliser des titres excessivement diffus qui veulent rien dire sur leur page d'accueil à cause que le titre va, entre guillemets, donner un mood, donner un ton à leur page. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec des slogans comme Nike, Just Do It, pas Just Do It, mais Do It, comme Apple, c'est quoi? C'était Think Different. Ouais. Tous des gros slogans qui sont... T'en as-tu d'autres qui te viennent en tête rapidement comme ça? Non. Mais toutes les grosses compagnies, en fait, qui ont eu des dizaines d'années pour faire un message, au début, ils devaient être excessivement spécifiques dans leur pitch, mais plus que tu grossis, plus que tu peux te permettre de diversifier, plus que ça va devenir une image puis un brand, entre guillemets. Mais au début, c'est pas ce genre de titre-là qu'il faut qu'on soit capable de faire. Ce qu'il faut faire, c'est expliquer comme, tu sais, qu'est-ce que tu vas offrir, à qui tu veux l'offrir et en quoi tu es différent. Puis ça me fait penser aussi justement à ce qu'on disait au début du podcast par rapport à la différence entre l'écriture plus littéraire puis l'écriture de copywriting. Ben, des titres comme Redécouvrez le verre. Ben, tu sais, ça fait très poétique, tu sais, ça pourrait être le titre d'un poème. Mais c'est pas appliqué. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'a tout de suite... Je me suis imaginée dans un pré avec des marguerites puis un petit poème qui vient avec ça. Mais c'est pas adapté au marché puis à la vente. On va convaincre personne avec ça. Ça, c'est officiel. Puis, dans le fond, t'avais des exemples de mauvais titres, mais un bon titre, un excellent titre pour un cours sur l'alimentation, ce serait selon toi? Ah, tabarnak, tu me prends au dépourvu. J'avais pas pensé jusque-là en m'en allant sur cette tangente-là dans ce podcast. Je te dirais qu'il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires pour être capable de créer un bon titre. Et bien sûr, l'élément le plus important, c'est d'être capable de retirer l'attention des gens. Et on vit dans un monde où on se fait bombarder de messages publicitaires, ce qui fait en sorte qu'on est excessivement, difficilement impressionnable et c'est difficile de nous accrocher. Tu sais, peut-être là que, v'là 40 ans, redécouvrir la puissance du verre, ça aurait pu être effectivement un titre qui fonctionne, mais maintenant, à cause que on est tellement habitué de voir ce genre de choses-là que c'est rendu très, très anodin. Donc, pour un titre qui va accrocher vraiment les gens, je dirais qu'on est capable peut-être de s'inspirer un peu de l'entreprise Upworthy. Je ne sais pas si vous avez connu ce blog-là pendant un certain temps. Ils ont connu une ascension incroyable à cause de leur titre. Et c'est un peu eux qui ont inventé les clickbait. Là. Ils ont même eu un Upworthy Title Generator, ce que tu faisais juste mettre ton article de blog puis ça te générait des titres complètement fous. Là. Mais tu sais, le genre de titre comme « Cette dame a tout essayé pour perdre du poids jusqu'à ce qu'elle essaye ce fruit étrange et le résultat va vous choquer. » C'est comme... ça retient excessivement l'attention des gens. C'est important de pas nécessairement abuser sur le clickbait, là, à cause que maintenant, Facebook ont tweaké leur algorithme, ce qui fait en sorte que les clickbaits sont moins efficaces qu'avant, à cause qu'ils regardent le temps que la personne va passer sur la page. Donc, si la personne clique sur ton titre, ça n'a pas rapport, elle s'en va sur ton site web, elle se rend compte que le contenu ne fit pas avec le clickbait, elle s'en retourne, ça sert à rien. Sauf que ça veut pas dire que ce genre de titre-là ne peut pas encore fonctionner. Il s'agit simplement de livrer la marchandise en lien avec les attentes. Donc, un concept qu'on a parlé précédemment dans le podcast, c'est celui de l'écart d'information. C'est-à-dire qu'on est incapable, en tant qu'être humain, de savoir qu'on ne sait pas quelque chose. Ça nous irrite, ça nous gratte, ça nous démange, on veut le savoir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, dans ton titre, laisser miroiter à la personne qu'elle ne sait pas quelque chose. Et c'est ce qui va généralement driver le clic. Et cette information-là que la personne ne sait pas, ça, bien sûr, c'est dans une approche qui est complètement, qui est très indirecte, là, parce qu'on est capable de faire des titres qui sont très directs, achetez mon produit ou sinon on vous rembourse, ce genre de choses-là.
Mais quand on veut être plus indirect, il faut absolument utiliser les corps d'information. Donc, on va raconter des histoires. Justement, à la madame qui n'était pas capable de perdre du poids, qui a essayé un fruit exotique, idéalement avec une photo d'un truc dégueulasse. Et puis là, ça va faire en sorte, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Ou un nouvel usage d'un outil que les gens utilisent dans leur quotidien, mais d'une façon complètement insolite. Donc, je sais pas, moi, on peut voir une personne qui utilise un brocoli pour faire quelque chose d'insolite. Du beurre au brocoli que tu mets sur tes toasts le matin. Puis ça a des nouvelles propriétés à cause d'une nouvelle vitamine qu'on n'entend pas souvent parler. Tu sais, ce genre de choses-là, tu vas faire comme, oh, attends un peu. C'est pas complètement tiré par les cheveux, donc j'y crois. C'est croyable. Et ensuite de ça, je sais pas c'est quoi, donc j'ai envie de cliquer. Fait que ça, c'est une des approches qu'on est capable d'utiliser. L'autre approche, on est capable de dire ça fonctionne excessivement bien dans tout ce qui est les industries d'information, les industries de programmes, de cours en ligne, de livres, conférences, coach, les formules, les systèmes, les secrets, en fait, que les gens vont, qu'on va partager avec les gens. Tu sais, comme on fait miroiter qu'on a une espèce de gros package d'informations que les gens ont longtemps gardé pour eux, et puis que là, on les révèle enfin à ces gens-là pour la modeste somme de 50 paiements de 99,99. Ben, ça, c'est un autre type de formule qui va fonctionner lorsqu'on veut être capable d'attirer l'attention des gens. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est bien sûr des exemples de titres de pages qu'on va utiliser pour être capable de vendre un produit. Donc, c'est pas nécessairement le titre que tu vas voir sur ta page d'accueil. Sur ta page d'accueil, mettons, on va prendre un exemple de titre là, qui est plus notre exemple de notre madame qui veut faire un cours en ligne. On ne sait pas si c'est une madame, ça peut être un monsieur. Je pourrais me faire un cours en ligne de cuisine, moi, ça me dérangerait pas. Apprendre à cuisiner avec le gras de bacon. Ah, come on! J'ai essayé de mettre du gras de bacon dans mon café pendant une semaine. Non. Le résultat va vous impressionner. Ouais, je suis pas sûre que ça va être dans le bon sens. Mais avoue que tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je voudrais une photo avant-après. Ouais, c'est ça, je suis curieuse de savoir. Je suis comme, non, ça se peut pas. Ah oui. Avant/après, j'ai mangé 15 tranches de bacon par jour pendant 2 mois. Ouais. Là, faut que tu cliques pour savoir qu'est-ce Juste, les amateurs de bacon qui veulent se déculpabiliser vont avoir envie de cliquer pour se dire, ouais, mais peut-être que, tu sais, peut-être que c'est pas si pire. Maybe. Puis le pire, c'est que, honnêtement, là, c'est un très bon gras, hein, le gras de bacon. Donc, avant de me faire lyncher par tous les nutritionnistes qui écoutent le podcast, c'est bien de savoir comment être capable de faire des titres qui sont intéressants, mais encore faut-il que les gens puissent avoir quelque chose à lire et à consommer ensuite une fois qu'ils ont trouvé le titre. Donc, tu viens de trouver ton titre qui est pertinent sur ton article de blog, sur ton infolettre, sur ta page de vente, mais ensuite de ça, il faut que tu leur donnes de la valeur, il faut que tu leur donnes du contenu de sorte qu'ils restent accrochés. Donc, il y a certaines formules qu'on est capable d'utiliser à travers différents médiums. Dans le dernier épisode de podcast, on a vu, avec Stanislas Chelou, on a vu la méthode AIDA, qui est la plus ancienne et la plus répandue des façons de faire du copywriting. Mélodie, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel rapidement? Ouais, ben c'est AIDA, c'est A-I-D-A. A pour attention, en fait, attirer l'attention. I pour intérêt, susciter l'intérêt. D pour provoquer le désir. Et A pour inciter à l'action, donc l'appel à l'action. Yes. Et puis, ensuite de ça, ça fonctionne très, très bien à cause que c'est rapide. On peut s'en servir dans des publicités. On peut s'en servir dans des textes qui sont très, très courts. C'est facile à décliner comme en quelques mots, autant qu'on peut faire plusieurs phrases avec ça. Nous, ce qu'on aime bien faire avec la tranchée, avec nos différents articles de blog, c'est d'utiliser la formule PAS, qui veut dire Problem, Agitate and Solve. Marie-Pierre, je sais que tu travailles beaucoup avec cette formule-là. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus comment elle fonctionne? Oui, donc le premier point, le P, ça va être pour identifier un problème. Fait que l'idée, c'est de vraiment bien connaître l'audience à qui tu t'adresses. Dans notre cas, on va s'adresser à la plupart, c'est des entrepreneurs qui commencent en marketing web. Fait que un problème qu'on pourrait énumérer, c'est par exemple de rechercher sur Google pour savoir comment faire une bonne landing page, mais toutes les discussions, c'est en anglais, tu comprends pas trop, tu sais pas si tu devrais te fier ou non à ce site web-là. Fait que là, j'agite
le problème en donnant des détails que les gens y vivent à tous les jours. Et donc, je fais une mise en situation, puis à la fin, j'arrive avec une solution en disant, eh bien, la tranchée, c'est une communauté francophone où tu peux avoir réponse à tes questions en, disons, 24 heures. Il y a des gens qui vont être là pour te répondre en français avec des sources fiables et qu'on a testées. Fait que c'est un peu ça la formule PAS. Yes. Et puis moi, de mon côté, quand je fais des pages de vente qui sont un petit peu plus longues, quand j'écris des courriels de vente, je vais utiliser une formule qui s'appelle PASTOR, donc P-A-S-T-O-R. C'est une formule qui est assez récente. Ça a été développée par Ray Edwards, qui est un copywriter américain qui est super populaire. Donc, pastor, bien sûr, c'est le terme anglais de pasteur, hein, un curé. Ray, c'est un gars qui est très, très... Il y a un podcast, by the way, en anglais sur le copywriting. Très, très bon stock. Moi, ce qui me tape un peu ses nerfs, c'est tout le temps ses références à Dieu, parce qu'il est très croyant. D'où le nom de sa formule qui est pastor. Mais l'idée derrière ça, c'est justement là, de vouloir bien guider ses prospects vers la meilleure décision possible pour eux, qui est bien sûr, lorsque c'est un bon prospect, d'acheter ton produit. Donc, c'est comme une espèce d'extension naturelle de la formule PAS. Donc, P, le problème. On décrit en détail le plus qu'on est capable le problème. Plus qu'on détaille un problème, plus que les gens vont assumer que tu possèdes la solution. Ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses ta recherche avec tes clients pour vraiment savoir comment est-ce qu'eux, ils perçoivent le problème pour être capable de décrire une situation qui leur est excessivement familière. Fait que je vais donner un exemple concret que j'ai fait d'avance. Donc, hier, j'ai publié sur ma page Facebook. Et veux-tu savoir combien j'ai eu de portée? 500. Ouais, 500. C'est assez frustrant étant donné que j'ai plus de 20 000 personnes qui ont décidé de s'abonner à ma page. Si vous utilisez un minimum Facebook, vous comprenez ma frustration. Tous ces efforts à bâtir sa page Facebook pour finalement se rendre compte que ça sert à rien. Les gens ne voient même pas qu'est-ce que vous publiez. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez tout essayé, vous avez publié des photos, des vidéos, des articles, des citations, puis il n'y a rien qui semble fonctionner, sauf peut-être les photos de chat. La seule chose qui fonctionne, c'est le petit bouton « Booster cette publication » qui vous nargue. Facebook vous oblige à payer pour vous montrer votre contenu à des gens qui, en théorie, devraient déjà recevoir votre contenu. Non, sûrement que tu l'as déjà essayé, que tu as vu que ça marche, puis ta portée, elle a explosé. Mais fais attention avec ce petit bouton-là parce qu'à chaque fois, tu as un petit peu l'impression de jeter ton argent par les fenêtres. Comment savoir si qu'est-ce que tu as fait a été rentable? Après tout, on n'est pas capable de payer ses factures à coup de like Facebook. Fait que ce que je viens de faire, l'espèce de petite mise en situation, on voit qu'on donne une situation que les gens ont déjà vécue, dans laquelle ils se sont probablement dit la même affaire, les mêmes frustrations. Donc, maudite merde, il faut que je paye pour avoir de la visibilité. J'ai payé pour acheter des likes, puis là, il faut que je paye pour avoir de la visibilité. C'est donc bien n'importe quoi, ça me fait chier. On veut aller chercher le « ça me fait chier » des gens. On veut leur mettre dans le visage, leur dire « Hey, regarde, est-ce que ça te fait chier? » Et que les gens disent « Oui ». Et non seulement la deuxième étape, c'est d'amplifier les conséquences à ne pas régler le problème. Et non seulement ça, mais d'amplifier les bénéfices à régler le problème. Fait qu'on va reprendre mon exemple. La vérité, c'est que la publicité est devenue le seul moyen de rentabiliser votre présence sur Facebook. Alors, si vous n'en servez pas, aussi bien dire que vous payez quelqu'un pour publier sur vos médias sociaux pour rien. Non, si c'est vous qui les gérez, c'est encore pire. Calculez le temps que vous perdez avec ça. Même si c'est juste 1 heure ou 2 par jour, ça s'additionne. Ça fait 1 semaine de travail complète par mois. Après 1 an, c'est 3 mois de travail que vous auriez pu dédier à autre chose de plus rentable. Et si vous commencez à faire de la publicité Facebook, mais que vous ignorez comment faire, vous risquez de gaspiller tout votre argent. Chaque dollar investi doit être mesurable. Et tant que vous n'apprenez pas exactement comment le système fonctionne, vous faites l'équivalent de conduire les yeux fermés. Vous savez que c'est important d'être sur les médias sociaux, mais si vous n'apprenez pas comment vous en servir intelligemment, aussi bien laissez faire. Donc, dans cet exemple-là, on amplifie le côté négatif en stackant les heures que les gens passent à publier sur les médias sociaux en leur disant que finalement, au final, toutes ces heures-là, s'ils n'investissent pas en publicité, ça ne sert à rien. Et puis, qu'ils perdent 3 mois par année. Donc, on vient prendre l'ensemble des petites pertes
comme qui semblent un peu insignifiantes à court terme, on les additionne pour que ça devienne vraiment être un peu comme dans le spectacle de Martin Matt où la personne, il dit, c'est quoi, le gars, il refait faire sa toiture. Est-ce que tu t'en rappelles, Mélodie? Non, pas du tout. Ça non? me dit rien. Marc-Pierre? Non. Non plus. OK, ben le gars, Martin Matt, il fait un cours de négociation avec les gens. C'est un super de bon show. Je pense que c'était dans son show qui a été fait. Je pense que c'est dans le coin de 2008. Bref. Donc, la personne a dit, ta toiture, franchement, 5000 pièces, elle est bonne 30 ans. Combien ça fait 5000 pièces sur 30 ans? T'en peux, laisse-moi le calculer. Ah, ça fait juste comme 25 cents par jour, mettons. Fait que ça a de l'air insignifiant vu que c'est juste 25 cents par jour. Sauf que là, on fait l'inverse, puis on dit, non, regarde, c'est fucking 5000 pièces que tu vas perdre à cause de ça. Tu voudrais-tu perdre 5000 pièces maintenant? Puis tu prends comme l'entièreté de la perte potentielle et tu la ramènes dans le moment présent. C'est ce qu'on est en train de faire pour faire en sorte que ça ait de l'air plus gros que ce que c'est réellement. Bien, en fait, pas que ça ait l'air plus gros que ce que c'est réellement, mais parce que c'est ça réellement. Mais dis d'une façon où ce que ça a de l'air pire que ce que c'est réellement. Anyway! Donc, ensuite de ça, S, dans le pastor, c'est bien sûr, encore une fois, pour solution, mais également pour histoire, pour story. Bien sûr, il va y avoir des notes de course que je vais donner l'ensemble de ce qu'on a dit sur le latranchée.com/8. À cause qu'on est rendu au 8e épisode, il va y avoir l'ensemble du transcript du petit pitch que je viens de faire. Donc, si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, réconfortez-vous parce qu'il existe une solution faite spécialement pour vous. Une formation en ligne complète qui vous explique tout ce que vous devez savoir sur la publicité Facebook, de la stratégie jusqu'à l'exécution. Mais avant, j'aimerais ça de compter comment j'ai appris. J'ai fait de la publicité sérieusement pour la première fois lorsque j'ai commencé à travailler dans une agence web. À cette époque, c'était récent. Personne ne savait exactement comment faire. Mon patron est venu me voir et il m'a dit « Voici 1000 $, fais une campagne pour un client, trouve comment ça marche. » Je trouve ça plate parce que le client a dû payer pour une partie de mon apprentissage à son insu. J'ai ensuite été travailler pour Voyage à rabais et c'est là que le contenu de ma formation a commencé à prendre forme. Ils m'ont donné tout le temps qu'il faut, plus de 100 000 $ en budget et une indication claire. Essaie tout ce qui existe sur la publicité Facebook et trouve un système qui va générer des profits. La formation que j'ai mise au point est le résultat de cet apprentissage. C'est 2 ans de tests et d'expérimentation avec plus de 100 000 $ en budget. Donc là, on voit l'histoire derrière le produit, l'histoire derrière la solution qu'on est en train de présenter aux gens. Et ensuite de ça, T, c'est pour transformation et témoignage. Donc, les gens ne vont pas acheter le produit, ils achètent la transformation qui va amener le produit. Dans le sens qu'ils n'achètent pas la drill, mais ils achètent le trou que la drill va permettre de créer. C'est pourquoi c'est important de parler des résultats que le produit apporte. Et bien sûr, pour être capable de parler des résultats, mais il n'y a rien de mieux que les témoignages des gens qui ont déjà eu ces résultats-là. Regardez qu'est-ce que cette formation va vous apporter. Guillaume Ricard, un tatoueur de la région de Shawinigan, a pu attirer 35 000 visiteurs sur son site et générer des dizaines de ventes en quelques semaines, tout ça en appliquant mon système et en investissant 50 $ en publicité Facebook. Vincent Drouin, c'est un marketeur d'affiliation. Il avait déjà essayé de faire l'affiliation via la pub Facebook, mais ça n'avait pas vraiment marché. Avec ma formation et en seulement 1 mois, il a pu ajouter 1500 $ de profit à son cash flow mensuel. Ashton Vial-Collet vit maintenant de la publicité Facebook. Comment? Il utilise mon système pour gérer les campagnes publicitaires de dizaines d'entreprises à travers le monde. Personnellement, j'utilise mon système pour générer des centaines d'inscriptions à mon infolette chaque jour. Ça me coûte environ 40 cents par adresse et environ une personne sur 150 décide de m'acheter un produit à 500 $ dans les 20 jours. Pour moi, Facebook, c'est littéralement une machine à générer des profits. Donc, bien sûr, le chiffre de 40 cents n'est plus accurate. Ça, c'était dans le temps que la publicité coûtait encore moins cher qu'elle ne coûte aujourd'hui. Et finalement, O, ça va être pour l'offre. Donc ici, on va vraiment détailler qu'est-ce qu'on veut vendre et faire en sorte que ce soit excessivement concret et concis pour que la personne sache qu'est-ce qu'elle va avoir, elle n'ait pas trop de questions et qu'elle soit prête à passer à l'action. Donc, on va poursuivre mon exemple. Si vous voulez arrêter de perdre votre temps sur Facebook et commencer à avoir des résultats, c'est aujourd'hui que ça se passe. Voici ce que ma formation inclut. Plus de 2 heures de vidéos expliquant les 3 grandes stratégies sur Facebook, 25 vidéos expliquant en détail comment exécuter chacune de ces stratégies pour votre entreprise, un accès à ma communauté de marketeurs qui apprennent eux aussi
comment maîtriser la publicité Facebook, un accès à ma boîte de courriel, je réponds à tout, et finalement un accès à l'ensemble des vidéos du portail à vie. Tout ça pour seulement 495 $. Et finalement, le R, c'est la réponse. Qu'est-ce qu'on s'attend que la personne fasse? C'est la même chose que le A dans la formule AIDA, où c'était action dans AIDA. Eh bien là, R, c'est pour réponse. Donc, c'est la partie la plus facile du texte. On fait juste expliquer, détailler exactement qu'est-ce que la personne doit faire pour être capable d'avoir accès à ton produit. Donc, dans mon exemple, vous êtes maintenant à un point où vous devez prendre une décision, prendre le chemin facile et continuer de perdre votre temps et votre argent avec Facebook, ou suivre cette formation et profiter d'une formule qui m'a pris 2 ans et 100 000 $ à élaborer. Si vous voulez des résultats, il faut être prêt à s'investir. Si c'est ce que vous voulez, bien, cliquez ici. Vous serez envoyé sur une page où vous pourrez créer votre compte et accéder à la formation immédiatement. À partir de là, vous aurez une petite série introductive qui va vous expliquer exactement comment joindre la communauté, consulter les leçons et profiter un maximum de cette formation. C'est simple, cliquez ici et suivez les instructions. N'oubliez pas, j'offre une garantie de 30 jours. Si vous n'aimez pas le contenu, envoyez-moi un courriel, je vais vous rembourser la journée même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en répondant directement à ce courriel. Au plaisir de vous voir dans le cours. Donc, ça, bien sûr, c'était un courriel que j'ai fait lors de la sortie de ma première formation et qui a depuis vendu pour plus de 250 000 $ en vente. Ça a été un courriel qui a été excessivement profitable et c'est pour ça que je le partage dans le podcast, parce que je pense que c'est un très bon exemple de l'application directe de la formule PASTEUR. Encore une fois, l'ensemble du texte verbatim là, va être publié sur les notes de cours du podcast. Est-ce que je vous ai donné le goût d'acheter ma formation, les filles? Vraiment. Oui, c'est super convaincant. Très bel exemple. Et puis, ce qui est le fun lorsqu'on utilise ce genre de framework de vente-là, c'est que c'est pas super agressif. Mm-hmm. C'est parce qu'on prend le temps d'avoir de l'empathie avec la personne, de décrire son problème. On prend le temps de la shaker un peu avant de lui demander quelque chose. On prend le temps de lui demander hey, « Comment est-ce que ça va? » avant de dire « Veux-tu acheter mon produit? Mm-hmm. » Et parce que il y a beaucoup de gens qui vont recevoir, mettons, mes courriels, ils vont trouver que c'est pas agressif. Je sais pas c'est exactement quoi. C'est direct, c'est très direct, mais en même temps, c'est pas un direct qui, en anglais, on appelle ça « beat around the bushes », qui va niaiser pour rien et qui va faire perdre le temps de l'autre personne, que faire perdre ton temps, ça fait perdre le temps à personne. Si la personne ne s'identifie pas dans le problème dès le départ, ça ne l'intéresse pas, elle passe à autre chose. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur marketing, de copywriting, écriture publicitaire, les contextes dans lesquels il faut qu'on utilise ce genre de formule-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben moi j'ajouterais peut-être juste un dernier petit truc. En fait, peu importe la structure qu'on choisit, peu importe la méthode qu'on choisit, que ce soit PASS, PASTEUR, AIDA, comme tu mentionnais tantôt, une des façons pour attirer l'attention aussi, c'est d'être relativement direct sans être irrespectueux ou agressif. Mais c'est d'écrire de façon naturelle pour attirer l'attention. Comme on parlait plus précédemment, plus tôt dans le podcast, une écriture très académique. C'est ça d'écrire des textes, fait que plus haut dans le texte. Comme on voit plus haut dans le texte. Plus haut dans le podcast, non, avant dans le podcast, précédemment dans le podcast. On a parlé de l'écriture académique qui peut être assez aride puis pas super intéressante à lire. C'est des choses qu'on lit plutôt par nécessité que par envie. Ce qu'on ne veut pas avec des textes qui ont le copywriting comme but, comme intention. Donc, un exercice pour essayer de se détacher un peu de ce type d'écriture-là qu'on était habitué avec nos études, c'est de faire un premier brouillon d'un trait, un premier jet, en évitant complètement l'autocensure. On essaie on s'enfarge pas à essayer d'être poli outre mesure sans être mal poli non plus. Je veux pas qu'on tombe dans les impolitesses, mais il faut vraiment aller droit au but sans se limiter, parler cru, au diable les conventions. Il faut secouer le lecteur un peu pour attirer son attention. Donc, un coup qu'on a fait notre premier jet de cette façon-là, après ça, on peut aller l'éditer, évidemment, on le laisse pas comme ça, mais on pourrait être surpris des tournures de phrases avec lesquelles on peut arriver quand on élimine complètement l'autocensure. On peut arriver avec des trucs très créatifs et très accrocheurs. Puis, c'est un très, très bon point que tu dis, surtout pour... on essaie de censurer. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que les gens essaient d'éviter le plus possible
les émotions négatives dans leur écriture. On veut pas que les gens se sentent mal, on veut pas que les gens se sentent qu'ils se sentent coupables, on veut pas qu'ils se sentent idiots dans un certain sens. On veut pas les brusquer non plus, on veut pas les... C'est ça, on fasse attention à leur sensibilité, mais peut-être un peu trop des fois. Tu sais, tu parlais aussi tantôt le slogan de Nike, « Just do it ». Tu sais, c'est pas « Nike, ce serait très apprécié que vous le fassiez, s'il vous plaît ». Tu sais, c'est non, « Just do it », allez, fais-le. Puis c'est un slogan qui est excessivement facile à se rappeler, puis qui est pas choquant non plus. Il y a personne qui va être frustré parce que Nike nous a pas dit « s'il vous plaît ». Définitivement. Ça s'en va directement à la cause de pourquoi est-ce que t'es pas plus actif. C'est juste parce que tu te lèves pas de ton cul, puis tu t'en vas pas au gym, tu t'en vas pas sur le court de baseball, de basketball, puis tu fais juste pas qu'est-ce que t'as à faire. Et ça, justement, ce que je voulais en venir avec l'émotion négative, c'est que pour être capable de vendre quelque chose, c'est très, très rare que les émotions positives seulement vont être responsables d'une vente. Dans le sens que si je veux acheter justement une formation Facebook, c'est pas parce que tout va bien dans ma vie présentement. Il y a quelque chose dans ma vie qui ne va manifestement pas bien et ça va vraiment pas bien, là. C'est le chaos, ça va pas, ça marche pas, je suis en train de passer à côté d'une opportunité, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre de l'argent, j'ai un coût, une émotion négative très très forte présentement. Et ces émotions négatives-là, ils servent à quoi? Ils existent pour une raison, c'est pour nous faire passer à l'action. Lorsqu'on n'est pas bien dans la vie, lorsqu'on n'aime pas notre emploi, lorsqu'on n'aime pas nos relations, lorsqu'on n'aime pas notre situation, on a de l'anxiété, on a du stress, on a des peurs. Ces émotions négatives-là servent à provoquer des actions. Et quand on veut être capable de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est important de capituler sur ces émotions-là qui sont la plupart du temps négatives. C'est pas parce que tu utilises ces émotions négatives-là que tu es irrespectueux. Ça veut juste dire que tu as de l'empathie envers qu'est-ce que l'autre personne ressent et c'est pas une mauvaise chose. Faut arrêter de voir la vie comme s'il y avait des papillons partout, que tout était rose et que tout va bien. Lorsqu'on veut vendre quelque chose, c'est parce que manifestement, tout ne va pas bien. Fait que je pense que c'est un bon point. Marie-Pierre, as-tu d'autres trucs, astuces pour la rédaction de ce genre de texte-là? Peut-être, oui puis non pour la rédaction, mais on n'a pas parlé de test AB, mais ça peut être une bonne manière de tester sa rédaction, justement, si on peut faire deux, par exemple, pour des pages de vente, on peut en faire deux différentes pour voir c'est laquelle que notre audience va le mieux répondre, va le plus convertir, puis c'est ça, de laisser rouler ça, mettons, pendant 2 semaines, puis après ça, choisir celle qui est le plus gagnante. Puis c'est exactement ça qu'on fait pour nos infolettes. Donc, toutes les infolettes qu'on envoie aux abonnés là, du blog de la tranchée, on fait un test AB sur le titre. Fait qu'on va tester 2 titres vraiment différents. Par exemple, un avec une statistique, l'autre qui va être plus un énoncé choc. En tout cas, on teste vraiment 2 formules différentes. Puis on envoie 20% ou 15%, en tout cas peu importe, le titre A, puis 15% des gens reçoivent le titre B, puis ensuite c'est automatique là, ActiveCampaign il va décider c'est lequel que les gens ont eu le plus gros taux d'ouverture, puis il va envoyer le reste des courriels. Donc mettons le 70% des gens qui n'ont pas reçu le courriel, ils vont recevoir le titre qui a le mieux marché. Fait que c'est aussi une bonne manière de tester son copywriting là, en faisant des tests AB comme ça. Définitivement, en fait, c'est excessivement difficile de savoir qu'est-ce qui va fonctionner à l'avance. Même si on suit la formule AIDA, PASS, PASTER, peu importe le framework qu'on utilise, on peut pas savoir qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher avant de l'avoir testé. Il faut systématiquement tester et au moins mesurer l'impact, les taux de conversion de nos publicités, de nos pages de vente, de nos pages de conversion, de nos pop-up, de nos emails. Il y a vraiment une grosse différence entre un texte qui convertit et un texte qui ne convertit pas. Donc, définitivement, un excellent point. Il y avait un dernier truc aussi qui était de lire tes textes de vente à voix haute. Je ne sais pas si on en a parlé dans le podcast. Non, aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas abordé le sujet. Non, on n'en a pas parlé. Je pense que je fais de l'Alzheimer. Non, on n'en a pas parlé, mais en fait, l'idée, c'était un coup que tu as fait
tu as écrit ton texte pour t'aider à l'éditer. Ce que tu peux faire, c'est de le lire à voix haute. Puis si ça sonne bizarre quand tu le dis à voix haute, ben efface-le ou reformule. Parce que si ça sonne bizarre en le disant à voix haute, ça va sonner bizarre dans la tête des gens qui vont lire ton texte. Définitivement. Et puis, quand que j'ai lu là, mon espèce de texte de vente tantôt, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à le lire parce que c'est pas parce que je suis un lecteur incroyable, là, je ne suis absolument pas un bon lecteur. J'ai déjà lu à la messe quand que j'étais petit, mais sans plus. C'est comme, ouais, j'allais à la messe quand que j'étais petit. Ouais. J'ai été dans une chorale. Je suis pas sûr que je veux que les gens sachent ça. Tranche de vie. Donc, le texte que j'ai lu tantôt pour l'exemple sur la page sur la publicité Facebook, ça l'a sonné comme si je le disais. C'est sûr que là, j'ai changé l'intonation un peu pour que ça paraisse que je sois en train de lire, mais on serait capable de dire ces phrases-là de façon complètement normale, sans que, mettons que tu es avec tes amis, puis t'as comme l'idée de faire un monologue pendant 4 minutes. Tu pourrais faire ça. Et on n'aurait pas nécessairement dit que c'est un texte que tu as appris d'avance. Ça aurait pu sonner comme si tu ferais juste un rant, une espèce de débâcle d'informations. Ce que tu dis, hey, là, les gars, il faut qu'on parle de Facebook. Ma page Facebook, j'ai 3000 personnes qui me suivent. Quand j'ai posté la semaine passée, il y a eu 500 personnes qui ont vu mon stock. Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai l'impression que ça sert à rien. Puis t'es vraiment dans un style conversationnel plutôt qu'un style, comme on a dit au début, qui est académique et qui est très, très formel. Bon, écoute, je pense que ça fait le tour de ce qu'on a à vous déballer aujourd'hui en lien avec l'écriture publicitaire. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller regarder le contenu de Stanislas Leloup, qui va être également dans les notes de cet épisode. On a également une formation sur l'écriture publicitaire et le marketing par courriel qui est offerte. Vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant. On n'a que des bons commentaires pour cette formation-là. C'est la formation où on a eu les meilleurs feedbacks jusqu'à présent. Les gens ont vraiment apprécié cette formation-là. Des bons trucs actionnables, autant dans ton marketing par courriel, dans tes publicités, dans tes articles de blog. Vraiment, comment être capable d'écrire des textes qui sont persuasifs. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Merci d'avoir été là. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et Domination mondiale. Salut tout le monde! Ciao, guys! Bye bye!